regardons à présent la dynamique des prix sur les marchés actions avec Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de Ports en Part Gestion. Bertrand, la question est un peu brutale parce que le marché est proche de ses sommets historiques, mais on est encore dans un bull market, là, au moment où on se parle, après un mois de septembre, oui, encore une fois. Oui. Oui, il faut être très clair là-dessus. On est encore sur un bull market, c'est-à-dire qu'à peu près tous les grands marchés sont positionnés au-dessus de moyenne mobile 200 haussière. Par contre, en été, on avait globalement, tout le monde était en accélération. Là, on est passé en pause, une phase de normalisation. Donc, la normalisation, c'est un joli nom pour dire qu'on a décroché quand même des points hauts. Donc, c'est une tendance baissière, dans une tendance long terme haussière. Donc, à ce stade, ce n'est que ça. D'accord. Maintenant, effectivement, on voit que cette phase de normalisation qui arrive régulièrement sur les marchés, il n'y a rien de grave à ça, c'est même comme ça que se construisent les marchés haussiers, avec régulièrement des baisses de 5 ou de 10 pour pouvoir repartir ensuite. Voilà, ça permet de consolider un peu le marché. Donc ça, c'est pas très grave. Maintenant, il faut quand même regarder, il ne faut pas non plus sombrer dans l'idyllisme et balayer d'un revers de la main ce qui est en train de se passer. On sait qu'on est dans une zone où les investisseurs vont être un peu plus nerveux parce que justement, il y a cette logique de tapering qui est en train de se mettre en place. On l'a déjà vécu. Ça n'a pas empêché les marchés de monter. Par contre, on sait que ça génère de la volatilité, ça génère de la nervosité. Et potentiellement, les acteurs qui étaient leaders avant la phase de resserrement monétaire cèdent leur place à d'autres qui seront, eux, plus sensibles à une remontée, ou moins insensibles, ou voire favorisés par une hausse des taux. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, on voit bien, et Evergrande, en fait, c'était une piqûre de rappel. La Chine, dès le début de l'année, a dit... les effets de levier, on va réduire tout ça. Mais c'est passé à peu près inaperçu. Là, pour le coup, on se rend compte qu'effectivement, il y a des dettes qui sont colossales sur certains secteurs de l'immobilier et revient immédiatement cette logique de se dire, oh là là, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un risque systémique ? Donc, pour l'instant, ça a l'air contenu, mais par contre, la séquence qui s'est passée la semaine dernière, où une séance bien rouge vif, avec une descente à -2, quasiment -3 en séance, ça, logiquement, ça ressemble à un début de séquence baissière. Et en fait, on a tout ravalé en 3 jours avec des gaps poussés dans tous les sens. Donc là, le marché a mis les lunettes roses, à mon sens, un peu vite. On va probablement avoir des répliques. Ce qui est important dans ces séances-là, c'est d'aller regarder comment se comportent les acteurs pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc là, on commence à avoir des informations. On voit typiquement que sur les matières premières qui ont été un secteur véritablement leader du marché, là, il y a un véritable coup d'arrêt qui est marqué. C'est un secteur qui est en train de se retourner. Et donc, sur les grandes minières, mis à part Glencore, toutes les autres sont passées en tendance baissière. Ce qui est paradoxal parce que les prix des matières premières restent très hauts. Oui. Mais juste la dynamique, c'est qu'ils sont en train de baisser. Oui. En restant, somme toute, plus haut. Donc, en fait, et la Chine n'y est sans doute pas pour rien, j'imagine, dans le rationnel des investisseurs. C'est à peu près le premier consommateur de toutes les matières premières. Oui. Avec des parts de marché dans la consommation des matières premières qui sont sans équivalent vis-à-vis de leur PIB. C'est-à-dire que voilà, on est sur certaines matières premières. La Chine, c'est 30% de la consommation mondiale, voire plus. Ce qui n'est pas leur place dans le PIB mondial. Donc voilà, il y a ça va ralentir. Donc là, on peut continuer à trouver notre bonheur dans les matières premières. Il faut aller regarder plutôt du côté des mid-cap, où on va retrouver soit des distributeurs à la Jacquet Métal qui savent faire passer les augmentations de prix, soit des recycleurs à la de Richebourg ou à la Séché Environnement, donc, qui ont publié et qui ont des Befesa en Allemagne. Voilà, ça a publié, c'était plutôt bon. Et donc ça, il y a encore des choses à faire de ce point de vue-là. Donc un peu plus loin dans la chaîne, plutôt que les producteurs de matières premières en tant que tels. Exactement, donc là, c'est les changements. On voit que l'automobile, mais pas mal de secteurs, de sous-secteurs dans l'industrie se font rattraper par les pénuries, par la hausse des prix des matières premières, par les pénuries de semi-conducteurs. L'automobile avait passé... depuis janvier, on en parle, la pénurie des semi-conducteurs. De janvier à juin, l'automobile a fait un parcours exceptionnel. Et puis là, à un moment donné, prise de conscience, il y a quand même beaucoup d'usines qui s'arrêtent. On voit qu'on commence à chiffrer le nombre de véhicules qui ne seront pas vendus du fait de la pénurie. Et là, ça commence à mordre sérieusement. Ça commence à attaquer la demande. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, finalement, tant mieux, la demande est là. Les délais de livraison vont s'allonger. En plus, c'est un moment où peut-être que les constructeurs retrouvent un peu de pricing power face à une demande qui explose. Mais là, vous dites, les délais sont tellement longs qu'il y a une partie de la demande qui finalement est en train de disparaître. Ça ne sera pas servi dans l'année. Donc là, on voit qu'il y a des secteurs qui commencent à être un peu attaqués. Le luxe, remise en question, parce que si la Chine ralentit, le scénario qu'on a tous en tête, c'est ce qui s'est passé avec un première alerte, c'était l'été 2015 et l'été 2016. Et là, on voit que le luxe est plus tout à fait aussi inoxydable. Et on peut imaginer que si ça continue, alors le signal
signal, il n'est pas encore là. Il faut faire attention parce qu'on a un véritable affaiblissement. Il va falloir regarder ça de près, mais potentiellement, on pourrait retrouver du luxe qui marche moins bien que les marchés. Alors, pas forcément qui baisse, mais en tous les cas, qui laisse sa place de leader à d'autres secteurs du marché, et donc se retrouver en sous-performance sur le luxe. Ça, on a suivi au cours des 10 dernières années ensemble avec vous, Bertrand, l'histoire incroyable du luxe, la surperformance boursière des géants du luxe, LVMH en étant l'emblème. Vous parieriez pas aujourd'hui que les 10 prochaines années seront encore 10 années de Golden Age pour le luxe, sur le plan boursier, j'entends? Ce qu'on pourrait connaître, c'est si effectivement il y a un ralentissement marqué avéré de la Chine, notamment sur la consommation. Alors, il faut faire attention, parce que ralentissement de la consommation en Chine, ça ne veut pas forcément dire ralentissement du luxe dans les mêmes proportions, puisque c'est pas les mêmes. Enfin, on prend la Chine en entier, et or la proportion de ceux qui consomment, c'est plutôt les CSP plus ou plus. Pour autant, ça peut marquer un coup d'arrêt et on pourrait imaginer que, comme en 2016, avoir 12-18 mois de sous-performance du secteur. Là, il faudra faire attention parce qu'on a tellement gagné sur ces valeurs, on les aime tellement, que sans séparer ou réduire les pondérations, là, il y a un véritable... Déjà, pour un professionnel, il va falloir regarder très près, mais pour un particulier, il peut y avoir un attachement qui va peser en termes de performance relative. Bien sûr. Attention à ne pas tomber amoureux de ces valeurs, mais bon, c'est compliqué après. Après tout ce que Hermès et LVMH ont apporté en termes de performance, forcément, on est tombé un peu amoureux. Effectivement, je rejoins Jean-François, va probablement être encore plus une affaire de stock picking. Dans les rotations, il faudra regarder. Hausse des taux, qui dit hausse des taux, ça peut être bénéfique aux banques, mais en même temps, et c'est là où le jeu va être serré, si on a le sujet Chine et Evergrande qui revient, c'est le risque systémique. Donc, il y a sur les banques, c'est un gros risk-reward. Potentiellement, il peut y avoir des périodes de run assez folles, suivies de consolidation aussi marquées. Je pense que c'est un game changer, on a compris, sur Evergrande, à la fois sur la Chine, sur la politique des banques centrales, sur les marchés actions. Donc on essaye d'identifier des méga-trends. Et donc Evergrande restera, alors on ne sait pas la solution idiosyncratique du dossier et de la renationalisation, la gestion de la dette, c'est 300 milliards de dollars, donc c'est quand même énorme. Mais ça restera, parfois dans les années 2000, on se souvenait de France Télécom et de l'endettement de France Télécom. Puis ça devient un signal, un symbole de cette folie des dot-com et de l'emballement, des rachats, et à l'époque c'était Orange, etc. Et je pense que ça sera la même chose. Ça marque un paroxysme de quelque chose, quoi. Exactement. Et donc aujourd'hui, on voit les déclarations des banques centrales. Christine Lagarde dit on n'est pas directement touché, mais attention, tous les marchés sont interconnectés. Jérôme Powell dit on n'est pas directement touché, mais attention, la situation pourra avoir un impact au niveau mondial. Le Wall Street Journal dit hier les autorités locales s'attendent au pire. Et donc, quelque part, ça donne un peu une action comportementale sur les marchés. Je vais prendre une image. Quand vous roulez sur l'autoroute et que tout se passe bien, ça va. Et au premier ralentissement, vous êtes surpris. Et il y aura d'autres ralentissements. Mais il y a une prise de conscience. On dit, il faut que je fasse attention. Et Evergrande, c'est une piqûre de rappel sur les marchés en disant, attention, la récréation est en train d'être sifflée. C'est un peu la fin. Le niveau d'endettement et l'argent facile commence à s'arrêter. La période change. Et si la période change, il faut être plus sélectif. Il faut retravailler ces dossiers à la lueur de ces changements. Est-ce qu'on va se réintéresser, d'ailleurs, Bertrand, je ne sais pas, à des histoires, des dossiers, des secteurs qu'on a peut-être complètement laissés de côté dans ces 12 derniers mois, dans la période où on est passé du virus au vaccin? Est-ce qu'il y a des dossiers et des secteurs auxquels on peut peut-être se réintéresser aujourd'hui dans l'idée qu'on va vouloir prendre un peu moins de risques peut-être à l'avenir? Alors, aux États-Unis comme en Europe, le match value-croissance, la croissance a clairement repris le leadership. Donc ça, c'est très clair. Quand on fera le point au 9 novembre 2021, un an après l'annonce de l'efficacité des vaccins, c'est la croissance qui sans doute sera un peu en avance sur la value. Il y a eu sur la value un rattrapage, la décote de valorisation a été comblée, plus ou moins, mais bon, voilà. Par contre, sur la croissance reste là, et notamment dans tout ce qui est l'environnement technologique. Ça continue à aller très bien. Donc on a les semi-conducteurs, on a compris que pour eux, ils avaient un carnet de commandes qui était exceptionnel. Donc normalement, ça va continuer. Ça peut se faire secouer parce que si les taux remontent, c'est des dossiers de croissance assez chers payés. Donc il peut y avoir un réajustement de la valo, mais globalement, ça devrait continuer d'un point de vue opérationnel. Donc plus ASML que LVMH, quoi, d'une certaine manière. Oui, probablement. C'est un peu ça. C'est déjà ce qui est en train de se jouer. Bah oui. Et ce qu'on voit arriver aussi, c'est toutes les ESN.
Alors, le Atos avait un petit peu brouillé l'image des Ouais. ESN avec ses problèmes bien particuliers. Par contre, quand on va regarder, on voit que Capgemini, ça marche bien. Accenture a sorti ses résultats hier soir, c'était exceptionnel. C'est des croissances à plus de 15% sur tous les segments. Et si on peut aller faire notre marché en France avec des Wavestone, avec des OB, enfin bref, des Sword qui marchent bien. Donc là, il y a quelque chose à faire probablement de ce point de vue-là. Et puis, à côté de ça, qui reste quand même des valeurs assez volatiles, pour apaiser un peu la volatilité du portefeuille, il faudra probablement aller chercher du côté... Le secteur de la santé a rien fait du tout. Non. Hein, les grosses capitalisations de la santé sont très en dessous des performances des indices. Par contre, là où il faut aller chercher, c'est les équipementiers de la santé. Alors, nous, l'exemple, c'est Stedim, c'est Eurofins, voilà, parce qu'elle est rentrée dans le CAC 40. Il y en a beaucoup en Europe du Nord, des équipementiers de la santé. Et donc là, ça peut être intéressant d'aller regarder là parce qu'ils sont portés par une tendance séculaire de vieillissement de la population, de médicaments ou de solutions qui sont en train de se développer partout. Et donc là, il y a une croissance résiliente, alors qui est souvent moins forte que les grands acteurs de la tech qui croissent entre 15 et 20%. Ouais. Enfin, Eurofins, c'est de la belle croissance quand même. Hein. Oui, non, mais... Mais par contre, vous avez des acteurs avec des croissances régulières entre 7 et 10, avec des niveaux de marge opérationnelle qui grimpent parce qu'il y a des effets de volume. Qui sont un peu sous les radars et qui méritent probablement l'attention. Et qui ont cette capacité à continuer à faire croître effectivement leur marge de manière régulière, année après année. De la visibilité. Ouais. Donc, c'est un peu moins échevelé que sur les grandes techs, sachant que dans les grandes techs, on est en ordre dispersé. Hein. Ouais. On a Amazon et Netflix, là pour le coup, on est en perte de vitesse. Des Apple ou des Facebook, c'est plus ou moins à plat, enfin c'est plus aussi vigoureux. Celles qui restent bien, voilà, c'est des Alphabet ou des Nvidia dans les semi-conducteurs, mais donc ce qui donne aussi au Nasdaq probablement un peu moins de peps en ce moment. Ouais. Et je pense que si la Chine est touchée, les cycliques sont touchés. Si la Chine est touchée, on revient sur les méga tendances, les méga trends de notre population vieillissante, hein, l'Italie, la France, hein, on ne peut pas dire qu'on soit des pays jeunes, et bon, on est plutôt dans des zones vieillissantes, mais c'est valable aussi pour plein d'autres zones géographiques. Donc du coup, c'est les méga trends santé, tech qu'on vient d'évoquer. Et si la Chine a un problème, et qu'on a un problème dans les chaînes de production, on revient sur un méga trend de relocalisation. Hein, donc les petites et moyennes valeurs, enfin les États, et l'Europe en particulier, essayent de retrouver de la souveraineté. Et dans les plans, dans les New Deal, c'est l'environnement, le digital, la relocalisation, enfin la réindustrialisation pour qu'on puisse fabriquer nos médicaments, être moins dépendants sur les masques et sur les puces et sur etc. Les piles, les batteries, etc. On fait un Airbus de la batterie aujourd'hui. Voilà, donc ça va être des méga-trends, un méga-trend à mon avis très fort sur les 10 ou 20 prochaines années. Avec, on l'a vu avec les flux sur l'ISR, hein, qui reste la tendance de fond justement dans l'industrie de la gestion d'actifs. Là aussi, c'est un méga trend. Bon, c'est vrai que les valeurs, les purs green stock ont été un peu secouées en 2021. Il y a eu le contre-coup de ce qu'on a appelé la bulle, hein, quand même, green. Est-ce qu'il y a des valeurs, je ne sais pas, un peu avancées qui envoient des signaux de redémarrage de ce point de vue-là, peut-être, Bertrand ? Effectivement, le 2020, c'était une grande année pour tout ce qui était éolien, solaire. Donc là, on était arrivé à des niveaux de valorisation qui étaient très... trop. Ben oui, donc, oui, coup, ça a corrigé. A posteriori, oui, c'était trop. Ça a corrigé très, très sérieusement. Par contre, on s'aperçoit que, notamment sur les segments des petites et des moyennes valeurs, qui n'ont pas encore la capacité à beaucoup communiquer là-dessus parce qu'elles ne sont pas forcément occupées, c'était la sortie de crise et autres. Quand elles commencent à communiquer, on s'aperçoit que c'est l'exemple de Piovan en Italie, donc qui fait du sac plastique. Donc à la base, ça part. On n'a pas envie d'en avoir. En ESG, voilà. Ouais. Et puis en fait, commence à communiquer sur le fait qu'ils sont déjà montés à 30% de leur production qui est sur du recyclage. Et là, tout de suite, les gestions ESG commencent à regarder, à se dire, oui, finalement. Et donc, parce qu'il y a ça devient peut-être investissable. Soit vous prenez les best in class, soit vous prenez ceux qui sont en amélioration. Ça dépend de votre philosophie ESG. Et donc là, on commence à voir des choses plutôt pas mal où il y a BSC qui fait des machines-outils pour la découpe de bois. Bon, on voit que forcément, entre la construction et l'ameublement, il y a des choses qui sont en train de se jouer et il y a des belles découvertes à faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis.